présente. Je suis Sandrine André. Je suis responsable de la Maison des adolescents des Pyrénées-Orientales. Et donc, on va continuer nos échanges de ce matin sur la thématique enjeux éthiques et cliniques. On va évoquer donc l'implication des parents, le respect de la demande de l'adolescent, l'engagement de l'adolescent et la dette symbolique. Et pour cela, je vais donner la parole à la MDA 81. Donc, encore une intervention à double voix pour la Maison des ados du 81. Donc, je vais laisser ma collègue Patricia Loubet se présenter. Alors, je suis donc psychologue sur la Maison des adolescents à Albi et sur Carmaux aussi. Je travaille également dans un centre médico-psychologique pour enfants. Je suis d'ailleurs détachée de l'hôpital sur ce poste à la MDA. Et je travaille également en libéral depuis une dizaine d'années. Voilà, donc je suis un peu au croisement d'un travail de psychologue dans l'institution et en dehors de l'institution. Voilà, donc je n'ai pas proprement encore parlé, expérimenter le dispositif expérimental, mais bon, ça ne saurait tarder. Voilà, donc voilà, en quelques mots. On a organisé en fait cette intervention effectivement à double voix avec des questions et des réponses, enfin sur une réflexion finalement qu'on a démarré ensemble sur la Maison des ados. Donc du coup, voilà, Patricia, du fait de le fait que tu puisses exercer en tant que psychologue clinicienne dans ces trois espaces différents, Maison des ados, CMP et également dans un exercice libéral, comment toi tu pourrais traduire, comment ça se traduit finalement dans ta pratique à toi de psychologue? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences? Est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent? Et comment finalement par rapport à ce dispositif qu'on est en train d'essayer de mettre en place sur la Maison des ados, comment ça peut fonctionner du côté du jeune, du côté du parent, du côté du professionnel psycho-libéral. Enfin voilà, comment toi tu perçois un peu ces choses-là de ton point de vue à toi de psychoclinicienne? Oui. Déjà, la grande différence entre une pratique en libéral et une pratique en institution, c'est, je dirais, l'usage de l'équipe pluridisciplinaire. En CMP, donc, il y a une équipe très étoffée avec des pédopsychiatres, des orthophonistes, des psychomotriciens. Et c'est vrai qu'il y a un travail, je dirais, notamment au niveau des réunions hebdomadaires, qui est extrêmement précieux, puisqu'on ne reçoit pas les enfants sans faire de lien avec l'équipe. Et dans le fond, en maison des adolescents, c'est un petit peu la même chose. Il y a peut-être moins cette équipe étoffée qu'on retrouve sur un CMP, mais il y a des moments de partage qui sont très précieux et voilà, qui permettent d'avoir différents échos, par exemple, du suivi d'un jeune. C'est vrai qu'en libéral, on est beaucoup plus dans une pratique solitaire. Chaque psy finalement crée sa propre équipe, je dirais, par exemple à base sur le principe des supervisions ou des contrôles, mais ça c'est à sa propre initiative. Donc ça c'est une grande différence. Ensuite, au niveau de la pratique en elle-même, c'est-à-dire comment je travaille lorsque je reçois un enfant, un jeune ou un adulte, il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire que l'orientation de travail, elle reste la même. Et notamment, en ce qui me concerne, c'est la possibilité de réserver un espace de parole qui soit un peu inédit à ceux qui viennent me rencontrer. Donc ça, ça varie pas tellement. Je travaille de la même manière, d'une certaine manière. Ensuite, la question des parents, qui est une question quand même assez complexe parce que en libéral, souvent, concernant les enfants bien évidemment, mais les jeunes aussi, ce sont eux qui font la démarche. D'ailleurs, ce matin, quelqu'un a évoqué ça, que pour le dispositif expérimental, il est important que le passage de l'institution vers le libéral puisse se faire à partir
d'un appel des parents ou idéalement du jeune, évidemment. Donc, ça c'est l'aspect le plus compliqué parce que ce qui compte, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir recevoir un jeune et qu'il puisse avoir un espace de parole qui soit en quelque sorte préservé. Donc, bien sûr que les parents sont inquiets, bien sûr que les parents veulent savoir comment ça se passe ou en tout cas faire le point avec voilà, le professionnel, mais ça, vraiment, ça se décide au cas par cas, je dirais. En ce qui me concerne, je vais essayer de recevoir au maximum les jeunes en mettant un peu les parents sur le côté, d'une certaine manière. Voilà, enfin, ça mériterait d'être précisé, mais bon, on va peut-être pas rentrer dans le détail, sauf si on le juge nécessaire. Non, mais après, ça pourra aussi faire partie des questions, hein, et puis des échanges qu'on pourra avoir sur la suite. Je dirais que l'autre question aussi qui nous taraude aussi sur la mise en route en fait de ce dispositif, c'est à chaque fois la question de à quel moment on va orienter finalement. On en a déjà un peu parlé ce matin. Quel est le bon timing? Est-ce qu'il faut orienter finalement précocement, rapidement, ou est-ce que il faut préparer finalement ce jeune aussi à cette orientation vers un psycho-libéral. Enfin, voilà, c'est quand même des questions qui sont au cœur de comment on va le mettre en place, vers qui on va orienter aussi, et comment finalement ce jeune va pouvoir investir finalement cet espace de parole qui va lui être proposé. Toujours pareil, comment on va faire avec les mineurs, avec les jeunes majeurs, la question des parents, enfin voilà, comment on pourrait aider, faciliter aussi cette question de l'adressage et de l'orientation. Alors, je crois que les jeunes que nous rencontrons sur les MDA présentent quand même souvent de grandes différences, je dirais, au niveau de leur engagement dans la parole. Hier, par exemple, j'ai reçu une jeune dont je me suis dit, voilà, une jeune qu'on pourrait adresser en libéral, parce que d'emblée, elle est inscrite dans une démarche, c'est-à-dire qu'elle a des questions, elle a le goût pour dire les choses. Elle est intéressée par effectivement ce qu'on peut lui renvoyer ou en tout cas une élaboration. Donc, je me suis dit vraiment, on pourrait l'envoyer en libéral et dans le fond, à le faire, il ne faudrait pas forcément tarder. Par contre, effectivement, on n'a aucune garantie que cette orientation va fonctionner parce que, je te le disais en off, on ne transfère pas le transfert. Donc, je crois qu'on est obligé de toute façon de travailler avec des gens que l'on connaît, en qui on a confiance. Je pense que ce réseau ne peut pas être anonyme, ce réseau que l'on construit. C'est pour ça que c'est tout un travail que de le mettre en œuvre. En libéral, par exemple, les gens ne viennent pas au hasard. Ils viennent parce qu'on leur a donné notre nom, parce qu'ils nous connaissent, quelqu'un est déjà venu. Enfin, ça peut pas être anonyme. Et quand on n'est pas dans l'anonymat, forcément, ça prend plus de temps à construire. Bon, ceci étant dit, je pense qu'il y a des jeunes que je n'enverrai pas, moi, en libéral, que j'enverrai d'ailleurs beaucoup plus volontiers dans l'institution, que ce soit sur des hôpitaux de jour ou sur des hospitalisations. Et là, je pense en particulier à des jeunes qui sont très en souffrance ou qui présentent des pathologies, je dirais, mentales déjà très, très avérées. Donc, peut-être que la ligne de partage, je la ferai à ce niveau-là. Entre d'un côté, ceux qui sont déjà dans une élaboration de paroles, un goût pour ça, et j'aurais beaucoup plus recours à l'institution pour ceux qui sont dans des situations complexes, familialement, psychologiquement, ou voilà. Là, il y a plus, je dirais, la nécessité d'une équipe, d'être à plusieurs. Voilà. Oui, c'est ce qu'on retrouve. Enfin,
la réflexion qui a déjà eu lieu effectivement avec l'ensemble des MDA sur cette question effectivement de l'inclusion et ce que disait aussi Patrick Cotin, c'est-à-dire qu'on n'est effectivement pas dans de la psychothérapie et encore moins dans la prise en charge du trouble psychique ou psychiatrique, en tout cas qui est pas possible, enfin qui pose une limite finalement à ces orientations. Je reviendrai un peu sur aussi cette question de la place des parents, puisqu'on le travaille aussi beaucoup, enfin sur les maisons des ados, oui. puisque c'est des structures qui sont ouvertes aux jeunes, qui peuvent venir franchir la porte avec ou sans leurs parents, sans forcément l'accord d'ailleurs de leurs parents. C'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup questionné sur est-ce que finalement pour la question des mineurs, si on oriente vers un psychologue libéral, pour le coup, il est nécessaire d'avoir l'autorisation ou en tout cas l'accord, enfin quelque chose qui formalise en tout cas ce lien avec les parents qu'on n'a pas forcément sur la maison des ados. Et peut-être comment ce travail sur la séparation des espaces, puisqu'on voit bien en maison des ados, là aussi, on travaille des espaces possibles pour les parents, des espaces différents pour les jeunes. Comment dans l'exercice libéral ça se pense finalement, enfin en tout cas dans ton expérience à toi, comment tu travailles cette question-là? Alors, en ce qui concerne mon expérience, c'est vrai que lorsque je reçois des adolescents, des jeunes, les parents qui s'adressent à moi ont quand même déjà l'idée qu'ils vont laisser leur enfant tranquille, en fait. C'est-à-dire que ça va se passer, ils seront là, souvent d'ailleurs ils accompagnent leur enfant, mais ils laissent faire, en fait. Ils ont une confiance dans le fait que, voilà, leur enfant est en mesure de pouvoir s'engager dans ce dispositif sans leur présence à leur côté. Il peut arriver, c'est plus rare, hein, que des parents souhaitent que je leur dise un petit peu ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont en panne, ils sont souvent en souffrance aussi, et je leur réserve effectivement un temps, mais rarement en présence de leur fils ou de leur fille. En général, j'essaie au préalable d'en parler avec le jeune. Je peux leur dire même voilà ce que je vais leur dire, parce que ça me semble légitime que des parents qui confient leur enfant à un psy veuillent à un certain moment ou en savoir quelque chose de ce qui se passe, ou voire même aient des questions spécifiques. Mais c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas se faire comme ça au pied levé. Ça doit se préparer. Là où l'institution est précieuse, c'est que, par exemple, un collègue va pouvoir prendre cette place-là, va pouvoir occuper la place de celui qui reçoit les parents, tandis que notre collègue recevra le jeune. Donc là, voilà un usage de l'institution et de l'équipe qui est génial et qu'on n'a pas en libéral. Donc, il y a pas, moi, j'ai pas de protocole, j'ai pas de façon standardisée de faire. Ça dépend de ce qui m'est demandé, de ce que le jeune a engagé, de ce qui se passe pour lui. C'est à partir de ça que je vais voir comment je peux donner une place aux parents, qui me semble importante aussi, évidemment. Alors, peut-être pour continuer justement sur cette question-là, c'était aussi la différence entre maison des ados, service public, libéral, c'est aussi la question du coût, de l'engagement financier. Alors là, il se trouve que il y a un soutien financier, une prise en charge en fait des séances, en tout cas dans on va dire une dizaine de séances, on va grosso modo. Du coup, la question se pose sur comment va se traduire la question de l'engagement du jeune, des parents, dans un dispositif qui va être pris en charge financièrement. Donc, cet enjeu-là, il est différent de la prise en charge classique, on va dire en libéral. Donc, comment ça va s'organiser ça? Comment on va pouvoir penser cette question de la dette aussi, comment ça va circuler entre parents, enfants et le clinicien, peut-être aussi la place de la maison des adolescents. Voilà, et voilà comment ça peut se questionner ça finalement dans ce cadre-là.
Il y a beaucoup de questions, beaucoup de points qui pourraient être développés, mais je crois quand même que la question du soutien financier pour beaucoup de familles, ça soulagera énormément. C'est-à-dire que il y a des parents qui ne peuvent pas payer voilà, des séances et effectivement, le fait qu'il y ait un soutien financier, ça rendra possible voilà, que des séances soient réalisées. Il y a des familles, il y a des gens qui veulent pas cet accompagnement. C'est-à-dire, ils veulent être totalement autonomes dans cette démarche-là et ils en ont la possibilité aussi. Donc, il y a vraiment plein de cas de figure, hein, d'une certaine manière. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est un moteur? Je pense que ça dépend vraiment des situations. Je ne pense pas que ça puisse être un frein à l'engagement. Si un jeune est engagé dans la parole et que finalement il est soutenu financièrement, ça sera, à mon avis, une bonne chose. Ça ne peut pas être un obstacle. De toute façon, les jeunes sont toujours, à part quand ils sont déjà inscrits dans le monde du travail, mais on en voit quand même très peu, ils sont toujours dans une dépendance financière à leurs parents. Donc, ça ne se joue pas à ce niveau-là pour eux, pour les jeunes. Pour les parents, par contre, je ne pense pas que comment dire, ça dévalue le dispositif ou ce qui va s'y engager parce qu'il pourrait être remboursé. C'est-à-dire comme s'il pourrait consommer comme ça à gogo des séances. Enfin, moi, ça, j'y crois pas trop quand même. On voit bien effectivement à travers cette question financière, elle est quand même au cœur des réflexions qu'on peut avoir sur ce dispositif parce que ça change quand même nos pratiques en maison des ados, voilà, parce que cet enjeu-là, il est pas posé puisque d'emblée l'accès est gratuit. Mais on voit à travers notamment la jeune qu'on a pu orienter, la première oui. qu'on a pu orienter vers le dispositif, qui est une jeune adulte qui a une forme d'autonomie financière légère, mais elle a quand même cette possibilité. Et on s'est dit aussi que cette orientation, elle pouvait être pour elle l'occasion d'expérimenter, c'est-à-dire de cette première prise en charge finalement des 5 premières séances. Elle pouvait être pour elle l'idée de prendre un risque mesuré finalement, et puis que si ça pouvait matcher avec la psychologue libérale finalement, elle-même d'emblée a dit peut-être qu'à un moment donné je pourrais prendre le relais de ce financement. Donc ça, je trouvais que c'était quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé. C'est cette jeune qui nous a amené à réfléchir à ça. Et le deuxième point sur la question des parents, on s'est aperçu aussi là plus dans le 82, mais je pense que ça viendra sur l'ensemble du dispositif, surtout les départements, c'est que même si les parents peuvent payer, ont les moyens de payer, pour certaines situations de jeunes, le fait que ça puisse être gratuit pour eux, ça libère quelque part en fait cette pression possible parentale, et on a vu des pressions de réussite, ou de résultat parce qu'ils payaient finalement. Donc là, il y a une forme d'autonomie qui est assez intéressante pour les jeunes. Oui, tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que chaque situation nous apprend quelque chose et nous apprendra quelque chose sur l'usage qu'ils font je dirais, de ce remboursement. Je n'y vois pas, je pense qu'on ne peut pas a priori déterminer les obstacles ou même qu'on rencontrerait ou les avantages. Enfin, tout ça se déterminera au coup par coup. J'aime beaucoup cette expression de risque mesuré que cette jeune finalement emploie pour dire la possibilité que ça lui a donné que de pouvoir être remboursé pour faire ce travail. Et peut-être après, juste du coup, il y a cette question effectivement de faciliter cet accès possible. L'autre option dont on a parlé beaucoup ce matin, c'est aussi la question des territoires. Et de faciliter une prise en charge de proximité pour les jeunes, et on voit que ça aussi, je crois que c'est un élément moteur aussi pour la réussite du dispositif, en tout cas de
son implantation finalement sur les territoires. Et on voit bien, en tout cas nous, le choix qui a été fait sur le 81, c'était aussi donc la maison des ados à différents lieux d'accueil avec une équipe en général, au moins un minimum de binômes, psychologues, éducateurs, éducatrices sur les territoires. Et du coup, nous, il y avait un territoire sur lequel on n'avait pas de psychologue, ni de la maison des ados, ni des PAEJ. Donc, c'est le territoire de Groyer et de Gaillac. Et effectivement, on a choisi de développer, de commencer en tout cas le développement de ce dispositif sur le territoire du Tarn, sur ce territoire-là, du fait d'un manque, hein, on en a parlé aussi un peu ce matin, un manque de psychologues, le fait que quand même, tu en parlais aussi, enfin, il y a aussi une psychologue que toi tu connaissais dans le réseau et à qui on a adressé, du coup, on a proposé cet adressage de cette jeune et qui elle-même est inscrite dans un réseau, puisqu'il y a une CPTS qui est en train de se constituer, elle en est titulaire et elle va monter un collectif autour de quelques psychologues libéraux qui souhaitent s'y engager. Je crois d'ailleurs qu'elle est parmi nous ce matin aussi sur cette visio, ce colloque. Et du coup, on voit effectivement que c'est comment cette mise en réseau des différents professionnels, des différents dispositifs va permettre d'arrimer aussi, d'accrocher finalement les jeunes dans cette confiance finalement dans l'adressage. Oui, c'est ça. Ça peut pas être un réseau anonyme en fait. Je crois qu'il doit se construire et ça prend du temps. Après, est-ce que le réseau se substituerait à l'institution? Je crois pas que ce soit possible en fait. Par contre, il me semble que la mise en place des réseaux répond à une désinstitutionnalisation croissante. Bon, ça, c'est quelque chose qui est un peu généralisé, malheureusement, et les moyens qui sont alloués, par exemple, aux hôpitaux ou au médico-social sont peau de chagrin, quand même. Bon, pour autant, il faut apprendre à faire autrement. Et je trouve que ce dispositif est une invention pour répondre finalement à cette désinstitutionnalisation. Mais l'idée n'est pas de se substituer à l'institution. Je crois que c'est pas possible en fait, tout simplement. Mais voilà, il faut apprendre et avoir des innovations parce que ça n'est une finalement ce dispositif. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'en est une parce que je crois que les maisons des ados ont peu d'expérience finalement sur ce lien avec les professionnels de santé du libéral. On en avait un peu avec les médecins généralistes, mais ça reste vraiment des liens à construire. Et pour aller dans ton sens, enfin, c'est aussi une autre manière de répondre à comment on peut travailler ensemble, comment on peut faire collectif ensemble autour des jeunes qui rencontrent des difficultés et sans se substituer effectivement les uns aux autres, les dispositifs aux autres, mais en respectant le cadre d'intervention de chacun et en essayant de contribuer à ce que ce collectif puisse prendre sens pour les jeunes, pour les familles, mais vraiment pour tous les professionnels. Et c'est vraiment tout le public visé par les maisons des ados. Donc voilà, je crois qu'on a terminé notre intervention, en tout cas le temps qui nous était alloué, même si voilà, ça engage sur encore beaucoup de réflexions en interne et puis avec l'ensemble des autres MDA. Et puis on vous redonne la parole, et notamment à toi, Sandrine. Parallèlement à votre échange, nous avons eu un grand nombre d'échanges à côté, enfin de réactions à côté. Il a été beaucoup question de la rémunération des psychologues, donc de ces 32 € par séance qui seraient alloués. Il a été également question un psychologue s'est interrogé sur le rôle des missions des psychologues MDA qui étaient quand même différents selon les territoires. Donc, si quelqu'un veut répondre à ça,
et quelle est leur place réellement décrite au niveau des MDA au national. Et une question également sur les critères retenus, soit pour orienter, mais vous y avez partiellement répondu, soit pour ne pas orienter vers le dispositif GEPLO, un jeune voilà, qui pourrait entrer ou non dans ce dispositif. Quels en seraient les critères? Donc, on a bien entendu que toutes les problématiques plutôt psychiatriques, effectivement, pourraient être un frein à une orientation vers des psychologues libéraux, et ce qui pourrait favoriser cette orientation, en tout cas ce que Patricia a évoqué, c'est le désir du jeune d'échanger et de pouvoir s'inscrire voilà, dans ce genre de dispositif. Si quelqu'un a un mot à ajouter, ensuite, nous allons passer donc à un témoignage d'adresseur, et c'est la MDA 30 et le CIO qui va prendre la parole, sauf s'il y a une question particulière rapidement. Donc, je laisse la parole à la MDA 30 et au CIO. Donc, pour le témoignage d'un adresseur. Bonjour à tous, Daniel Garcia, donc le psychologue qui coordonne le dispositif Avenir, qui est un dispositif sur la maison des ados du Gard, qui du coup permet de financer des prises en charge en libéral avec des psychologues sur le secteur de Bagnols-sur-Cèze, donc le nord-est du Gard. Donc quand on parlait de stratégie de déploiement, donc c'est un secteur rural avec peu d'accès à des prises en charge et surtout très éloigné de la maison des ados du site de Nîmes. On a la chance d'avoir un petit peu de recul maintenant puisque le dispositif existe depuis mai 2017 avec une création avec la première coordinatrice qui était Lucie Pauvarel, et donc il y a eu cette possibilité de travailler avec un grand nombre de partenaires sur le dispositif, dont les psychologues scolaires qui en font partie. Et on a ce matin la chance d'avoir Monsieur Arnaud Rey qui est avec nous, qui est le directeur du CIO de Bagnols-sur-Cèze, dont l'équipe oriente assez régulièrement des situations vers le dispositif Avenir, et qui a bien accepté de partager un petit peu sur de sa place d'adresseur et de l'équipe aussi du CIO, quels ont été pour eux les bénéfices d'un dispositif d'orientation vers des psychologues en libéral pour les jeunes. Donc, Monsieur Rey, je vais vous laisser vous exprimer, vous présenter un peu plus si vous voulez, et puis vous exprimer sur ce que vous voulez partager avec nous aussi. Donc Arnaud Rey, directeur du CIO de Bagnols-sur-Cèze et aussi psychologue de l'éducation nationale. Donc l'équipe du CIO effectivement sollicite régulièrement le dispositif Avenir pour accompagner certains jeunes en général qui rencontrent une situation de souffrance, on va dire, des difficultés. On fait un petit point donc avec le jeune et sa famille en amont. Et on essaye de faire une première évaluation et on fait remonter à la coordination du dispositif cette évaluation. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de positif à mon sens, c'est-à-dire qu'on a un partenaire, la Maison des Adolescents, qui va évaluer derrière nous, et je trouve que c'est bien ça, avant de réorienter vers d'autres professionnels. Après, nous, c'est vrai que souvent, ce que je regrette, c'est que là, les choses s'arrêtent en fait, en quelque sorte, pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un professionnel qui vient nous demander, parce qu'on a quand même fait une première évaluation et aucun professionnel n'est jamais venu nous demander est-ce qu'il y a des choses à rajouter, pourquoi cela, parce que comme on fait passer quand même quelques messages au sein du dispositif, on pourrait des fois revenir vers nous en nous disant j'ai vu que vous avez noté ça, pourquoi? Je donne un exemple, je vais illustrer. Donc, un jeune vient nous voir en grande difficulté, décrochage scolaire, conflit familial. Ce jeune refusait que ses parents soient partie prenante de son accompagnement. Et donc, j'ai dû négocier avec ce jeune pour que je puisse rencontrer quand même l'un de ses parents. Et là, je rencontre la maman qui est démunie, qui ne sait pas comment accompagner son enfant.
je me dis que le relais MDA est intéressant et on crée finalement une forme d'alliance avec cette famille. C'est je deviens celui qui va réceptionner, si besoin, des informations, mais on laisse le fils le plus autonome possible. Donc, j'oriente vers Monsieur Garcia à l'époque ce jeune. Il rentre dans le dispositif. Le jeune rencontre un psychologue, je ne sais pas lequel, hein, j'ai jamais demandé. Et le psychologue a tout de suite demandé au jeune que les parents s'impliquent dans la prise en charge. Et là, ça a cassé l'alliance qui avait été créée puisque le jeune ne voulait pas que ses parents s'impliquent. Et la maman était informée et d'accord pour que son fils puisse prendre cette autonomie. Donc voilà, du coup, s'il y a pas si j'illustre de cette manière, c'est parce que pour montrer la nécessité qu'il y ait des fois des petits va-et-vient. On ne demande pas de rompre certains secrets, on demande rien, on demande juste qu'il y ait un petit va-et-vient. Et aussi, je vais l'illustrer, mais là d'une manière positive, puisqu'il y a quand même quelques psychologues qui reviennent vers nous. Et une jeune fille qui était dans une situation de difficulté importante, pareil, décrochage scolaire, plus, je pense, des petits troubles d'ordre psychiatrique, hein, puisque d'ailleurs le psychologue qui l'a accompagnée l'a orientée vers un CMP. Cette jeune fille, il y a eu toujours du relais avec la psychologue qui la suivait, c'est-à-dire la psychologue revenait vers nous en nous disant voilà où elle en est. Est-ce que vous pouvez, il y avait un relais qui était fait, on va dire que l'inclusion vers le libéral est important, mais le retour vers l'institution qui l'a adressé est aussi important parce que c'est quand même nous qui allons l'accompagner. Et finalement, si on n'a pas le regard du professionnel pour nous dire voilà ce que j'ai perçu, ce qu'on peut faire ensemble ou ce qui vous reste à faire en quelque sorte, on ne demande pas qu'il y ait d'injonction de la part du libéral, bien sûr, mais qu'il y ait un discours, une discussion entre nous pour qu'on puisse au mieux suivre cette jeune fille par la suite puisqu'elle est sortie cette jeune fille ou un autre jeune, puisqu'ils sont sortis du dispositif. Donc c'est ce qui nous manque un petit peu dans ce réseau qui est vraiment intéressant, c'est cette articulation entre nous et les psychologues à qui on a adressé le jeune. Nous, on les connaît pas, puisque c'est la famille qui est libre de choisir son psychologue. Donc, si la famille revient pas vers nous, on a plein de jeunes à suivre, 1800 jeunes par psy-EN. Donc, du coup, c'est compliqué de revenir des fois vers ces jeunes et de leur dire alors qui c'est qui te suit. Voilà, ce qu'on attend, c'est peut-être un peu de relais. Moi, j'ai une expérience de libéral et c'est ce que je faisais quand je recevais un jeune. J'allais toujours vers l'éducation nationale, vers le psychologue de l'établissement, vers le psychologue scolaire, pour pouvoir faire des liens, en fait, pour que ce jeune ne soit pas laissé à lui-même une fois qu'on a fini le suivi ou en cours de suivi parce qu'il a vécu des choses difficiles. J'aime bien je pense que c'est essentiel parce que sinon, il me semble qu'on se centre un peu trop sur un seul environnement, c'est-à-dire le jeune et sa famille, alors que le jeune, finalement, surtout en France, il passe quand même une bonne partie de son temps en milieu scolaire ou dans une institution qui peut le suivre. Et je pense que ce réseau, il peut être que de qualité s'il y a des va-et-vient entre l'institution, la famille, les prises en charge. Et je pense que c'est l'esprit d'ailleurs des MDA. Tout ce que j'entends, ça va dans ce sens. C'est que ce réseau, il tourne en permanence. Et je pense que c'est important de la part des psychologues. Et puis, je pense même en dehors de ces situations de réseau MDA, je pense que c'est important de voir l'individu dans tous les environnements dans lesquels il vit et de l'accompagner dans tous ces environnements quand on le prend en charge. Bon, nous, en général, on voit les jeunes 3 fois maximum. Il est rare qu'on puisse recevoir un jeune plus de 3 fois. Donc, on a besoin de relais et c'est vrai qu'on sollicite et on apprécie travailler avec la MDA et aussi on apprécie travailler avec les CMP puisque pour des prises en charge un peu plus lourdes, on va solliciter plutôt les CMP, mais hélas, les temps d'attente sont souvent bien trop longs pour nos jeunes. Voilà. Daniel, une intervention, une réponse? Oui, peut-être pour compléter un petit peu merci Monsieur Réin pour ce que vous avez pu déjà partager. Peut-être pour compléter aussi par rapport au fonctionnement du dispositif, c'est vrai que le fait d'être en lien est très important et de pouvoir continuer sur ces liens même après que l'inclusion ait pu être décidée. De façon générale, c'est pour ça qu'en tant que coordinateur,
je fais un retour à tous les adresseurs. Donc là, on a l'exemple du CIO, mais les adresseurs sur Avenir sont extrêmement variés. Et la particularité aussi par rapport à d'autres dispositifs dont on a parlé ce matin, c'est que c'est un adressage qui se fait à distance. C'est-à-dire que moi, physiquement, je ne rencontre jamais ni les parents ni le jeune. Et donc, je suis là comme appui à distance de l'évaluation de la situation, comme le disait Monsieur Ray, et ensuite l'orientation vers un des psychologues. Et donc, le but aussi, c'est de pouvoir faire retour. Voilà, une fois qu'un rendez-vous a été pris, par exemple, avec un des psychologues, pouvoir dire à la personne qui a adressé au professionnel, tel jeune a été rencontré par tel psychologue. Et là où effectivement on est encore dans l'expérimentation et dans la construction, c'est comment faire encore plus de liens entre les psychologues qui reçoivent et puis les adresseurs professionnels qui, de leur place et de leur fonction, peuvent repérer un certain nombre de choses, comme le disait très bien Monsieur Ray, et qui peuvent aussi compléter après avec une autre approche, un autre aperçu, un autre angle de vue sur le jeune et sur sa situation. Et c'est vrai qu'une partie de la coordination, ça va être aussi de transmettre les informations qui ont été déjà évaluées par le professionnel, l'adresseur qui a vu ce jeune et qui l'a vu en souffrance, et de pouvoir communiquer cela avec les psychologues. Et là aussi, voilà, c'est une démarche dans laquelle, dans l'expérimentation, on continue d'affiner ça et cette communication pour qu'il y ait un aperçu global du jeune, et de créer aussi cette culture au niveau local entre les professionnels du repérage du jeune et de façon générale de comment on accompagne un jeune, sans même parler des psychologues, comment on accompagne un jeune quand on repère des difficultés. Est-ce qu'on peut compter sur un maillage partenarial effectivement pour proposer une prise en charge adaptée? Et effectivement, on reste dans la construction permanente là sur ce dispositif-là, effectivement de ce maillage et de communication avec les partenaires encore et toujours. Et je ne sais pas si Monsieur Ray, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à des situations où vous avez trouvé que ça avait été intéressant. Par exemple, je crois que vous disiez, voilà, ça peut être intéressant de parler avec quelqu'un d'extérieur aussi à la situation. Je sais que parfois des collègues psychologues de l'éducation nationale me font aussi ce retour que finalement ça permet d'évoquer la situation avec un autre angle de vue, de pouvoir échanger avec peut-être quelqu'un de la maison des ados qui ne connaît pas la situation mais qui peut avoir une autre analyse peut-être ou un autre aperçu. Oui, ça, c'est toujours intéressant. Alors, les psys du premier degré ou peut-être d'autres professionnels sont un peu plus isolés que nous, parce que nous, en CIO, c'est vrai qu'on a l'avantage de pouvoir parler auprès de nos collègues, psychologues également, de certaines situations et d'avoir des retours et de le faire en permanence, puisqu'on travaille en équipe de psychologues déjà dans un premier temps. Et c'est vrai que d'avoir un retour de la maison des ados, de travailler avec vous, dans d'autres cadres même que les accompagnements individuels, hein, puisque j'avais invité Monsieur Dos Santos à une réunion focale, donc c'est réfléchir au dispositif pour accompagner au mieux les élèves en situation de décrochage scolaire, et donc d'avoir toujours un retour partenaire comme la Maison des Ados et leurs professionnels qui sont soit du social ou de la santé ou psychologues, c'est toujours une richesse bien sûr, et c'est vrai que il est important pour nous, je pense, de se concentrer pour essayer d'identifier le plus d'acteurs possible, pour essayer de voir effectivement les jeunes sous plusieurs angles, parce que effectivement la famille, c'est vrai qu'elle joue un rôle fort dans leur construction, mais le temps qu'ils passent dans les institutions auprès de leur père est aussi très important. Et je pense qu'on recueille souvent beaucoup plus d'infos, des infos tout aussi pertinentes, auprès de partenaires qui accompagnent leurs jeunes. Et en plus de notre professionnalité, on peut construire des choses, je pense, de qualité pour ces jeunes. Oui, merci. Peut-être je me permets de réagir à quelque chose à préciser aussi qui peut être intéressant au vu du fil de conversation. C'est aussi que parmi les adresseurs, donc là on a bien sûr un exemple sur le scolaire. Parmi les adresseurs qu'on a sur Avenir, on a aussi beaucoup de travail avec les services comme les CMP et le CMPEA,
qui fonctionnent sur notre territoire là avec un premier accueil qui se fait souvent par un professionnel comme un infirmier par exemple, qui va pouvoir recevoir le jeune et avoir un entretien avec lui pour évaluer sa situation, qui la présente ensuite à une équipe pluridisciplinaire. Donc là, il y a une richesse aussi très intéressante de ce repérage aussi de la situation dans un ensemble et avec plusieurs professionnels qui peuvent échanger autour de la situation et de là qui peuvent décider d'une orientation vers avenir pour des situations que le CMP ou CMPEA estime ne pas forcément relever de leur prise en charge, quand il n'y a pas forcément besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire, par exemple, ou quelqu'un, ma collègue tout à l'heure le disait très bien, quand il y a aussi déjà une élaboration d'une demande qui est faite et que finalement on se dit là, c'est vrai que voir un psychologue en libéral, ça aurait beaucoup de sens et que finalement ce qui serait le frein financier serait la seule contrainte en fait qui empêcherait la démarche vers un psychologue en libéral, ce qui peut avoir voilà beaucoup de sens à ce moment-là. Alors, par rapport à l'autre question qui est posée là récemment par quelqu'un de la MDA de Brest, donc en fait, pour préciser, en fait, donc Avenir fait partie de la Maison des ados du Gard, mais comme c'est un déploiement qui est sur un seul secteur et qui est éloigné de la MDA de Nîmes centrale, du coup, quand il y a des adresses par rapport à Avenir, il s'agit forcément d'un territoire en particulier, donc d'une limite, on va dire, géographique, qui fait que les professionnels vont solliciter le dispositif que sur ce territoire-là quand on parle d'Avenir. Et de fait, parce qu'en fait, une orientation vers la MDA de Nîmes, par exemple, serait compliquée. Alors, on a nouvellement, depuis à peu près un an, une MDA, une antenne à Uzès qui est plus proche de Bagnoles. Mais là encore, on peut quand même orienter, même si ce territoire-là d'Uzès ne fait pas partie de cette expérimentation d'Avenir, finalement, on peut aussi penser effectivement, à est-ce que c'est une situation où il y aurait besoin de recevoir le jeune ou le parent sur le site de la maison des ados, ce qui peut se présenter, par exemple, pour un jeune qui est suivi par un psychologue dans Avenir et un parent qui, par exemple, aurait besoin de rencontrer un professionnel pour échanger sur l'adolescent et comment il vit l'adolescence de ses enfants. C'est tout à fait possible de lui proposer de nous rencontrer à Uzès, par exemple, mais effectivement, on va différencier principalement par le territoire, du coup, la prise en charge, pour encore une fois rester quelque chose de très opérationnel sur ce jeune est en demande ou la famille est en demande qui rencontre un psychologue. Qu'est-ce qui va être opérant et le plus facile à mettre en place pour des familles qui peuvent pas forcément se déplacer et aller très loin. Et donc, ça permet de rester quand même au plus proche. Donc, que par exemple, le jeune aille après le lycée voir le psychologue en libéral ou qu'il aille comment dire, sur un territoire où pour les parents, c'est viable, on va dire, de venir, là où la maison des ados ne serait pas présente et ne pourrait pas aller. Mais, merci, Daniel. Oui, la différence quand même avec le dispositif Avenir et ce dont on débat aussi ce matin avec les dispositifs GECLO, c'est aussi qu'au niveau des MDA, donc des sites MDA, ce seront les psychologues de la MDA qui orienteront vers un listing ou pas d'ailleurs, de psychologues libéraux, alors que là, on peut solliciter en direct Avenir, comme le fait le CIO, qui prend directement contact avec vous. Voilà, c'est cette différence. Voilà, y a-t-il d'autres questions ou points que vous souhaitez aborder? Non? Bien. Donc, on peut passer au débat. On est en avance un petit peu sur notre timing. On a 5 minutes d'avance. Donc, ce débat, donc il y a une intervention programmée de la MDA 55. Et je vais demander à la personne qui représente la MDA 55 de prendre la parole
de se présenter. Michel Comte, je suis le directeur de la Maison des Adolescents de Meuse. Alors, qu'est-ce que je peux apporter par rapport à la discussion de ce matin? Donc, nous sommes une maison des adolescents sur un petit territoire rural de 200 000 habitants. Nous avons construit la maison des adolescents autour du premier accueil, évaluation et accompagnement court. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte qu'on a une petite équipe, infirmières, éducateurs, qui sont présents sur 12 endroits du territoire pour faire un premier accueil, une évaluation et des accompagnements courts en santé mentale, avec l'appui, bien sûr, d'un temps de psychologues et de médecins. Donc, sur la réflexion concernant les parcours de santé, donc, nous expérimentons Écoutez-moi depuis 3 ans. C'était pas un choix du territoire. On nous a imposé d'expérimenter Écoutez-moi. Et ça a posé une question qui n'est pas tout à fait résolue aujourd'hui. C'est à quel moment on situe les psychologues libéraux dans les parcours de santé gradués des adolescents. Aujourd'hui, le parcours tel qu'on avait essayé de le construire pendant 10 ans, c'est bien les repérants qui sont notamment les infirmiers de l'éducation nationale, les médecins généralistes, vont orienter très facilement vers la maison des adolescents, qui va les recevoir très rapidement, qui va faire une évaluation, qui va proposer des accompagnements courts. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette évaluation, on utilise tout le réseau et notamment les psychologues libéraux. Alors, c'est vrai qu'on avait une grosse limite qui était bien sûr le coût des psychologues libéraux. Et pour le coup, il y avait une inégalité sociale très forte, c'est-à-dire que les familles qui n'avaient pas les moyens, on ne pouvait pas les adresser. Donc, d'une certaine manière, le dispositif Écoutez-moi a permis de répondre à cette question-là, de l'accès des psychologues libéraux, mais il n'a pas permis de répondre à quel endroit du parcours on les utilise. Donc, du coup, sur l'expérimentation, on a 150 jeunes inclus dans le dispositif. Peut-être la particularité, c'est qu'une grande part de notre réseau et des adresseurs continuent d'utiliser peut-être le parcours antérieur, c'est-à-dire qu'ils vont adresser vers la maison des adolescents. C'est la maison des adolescents qui évalue et qui ensuite inclut les jeunes dans Écoutez-moi. Pour plus de la moitié des jeunes qui sont inclus dans le dispositif, c'est la maison des adolescents qui les a inclus. Quoi dire sur l'histoire des séances? Donc, Écoutez-moi, il y a 12 séances. Et chez nous aussi, ça semble bien correspondre à des accompagnements alors comment les situer? Sur des souffrances moyennes, puisqu'en fait, sur des souffrances réactionnelles, souvent, c'est l'équipe de la maison des adolescents qui intervient. Pour les troubles, c'est les CMP, et sur des situations un peu entre les deux, on va orienter vers les psychologues Écoutez-moi, et ils utilisent le plus souvent les 12 séances, et il y a relativement peu de jeunes qui ont besoin d'autre chose. Sur la question de l'engagement du jeune, étant plutôt du côté sociologique, il y a une inégalité sociale très forte, c'est-à-dire qu'avant Écoutez-moi, avant tous nos dispositifs, les psychologues libéraux existent et des jeunes et les parents vont vers les psychologues libéraux et payent pour ça. Donc nous, la question, c'est bien quelle offre on peut offrir à une partie de la population qui n'a pas accès à ces dispositifs. Donc, sur l'engagement, rien sur l'engagement. En fait, sur les 150 jeunes, on a eu peu d'abandon. Il y a eu 20 jeunes perdus de vue, ce qui comprend les jeunes qui déménagent, etc. Donc, ça veut dire, ce n'est pas pour faire très simple, excusez-moi, ce n'est pas parce qu'ils ne payent pas qu'ils ne sont pas engagés dans le dispositif. Autre chose sur l'engagement, vous avez compris que dans notre parcours, on a souvent un parcours long, c'est-à-dire il y a un repérant, une infirmière scolaire, on va dire, elle oriente vers la maison des adolescents qui fait une évaluation. Pour entrer dans le dispositif Écoutez-moi, on va l'orienter vers le médecin généraliste, puisque c'est un médecin généraliste adhérent qui fait l'évaluation, qui ensuite va orienter vers le psychologue. Là non plus, on n'a pas constaté de frein sur un parcours qui est pourtant long. Beaucoup de collègues s'interrogeaient, mais est-ce qu'un adolescent va adhérer à un parcours aussi long? Aujourd'hui, on considère plutôt qu'à chaque étape du parcours, on peut travailler sur l'émergence et la clarification de la demande du jeune.
Voilà, sur la question du consentement et de l'application des parents, peut-être aussi pour apporter quelques éléments à la discussion. Donc, dans le dispositif, il y a bien une feuille de consentement qui doit être signée par le jeune et par les deux parents. La direction générale de la santé nous avait fait une note avec une sorte d'assouplissement en disant que un parent pouvait signer pour le deuxième parent en témoignant que ce deuxième, qu'il n'avait pas connaissance d'une opposition du deuxième parent. Nous, les acteurs du territoire, on considérait que quand même on partait sur la signature des deux parents, parce que bien sûr, il y a la question de l'autorité parentale, et surtout que c'est le travail des repérants de vérifier, enfin de tenter de mobiliser les parents et de faire émerger aussi, d'une certaine manière, la demande des parents. Là aussi, sur les 150, je crois qu'on a eu une situation, je ne sais pas quelle solution d'ailleurs on a trouvé, mais pour laquelle on n'a pas réussi à obtenir l'accord du deuxième parent. Pour le reste, enfin, c'est aussi là le travail de réseau qui permet de faire ce travail avec les parents. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire plus? Peut-être ça va pour ma présentation, et puis je suis disponible pour les échanges. Peut-être encore une petite chose, pardon, je ne sais pas, vous m'entendez toujours? Sur le prix, on va quand même pour dire tel que ça se passe par rapport au prix, bien sûr, sur le nombre de psychologues qui sont inclus. Alors, on a aujourd'hui, il y a 12 psychologues qui ont travaillé avec nous. Sur ces 12 psychologues, 4 ont arrêté leur activité libérale en cours de parcours. Alors, peut-être c'est une spécificité en Meuse. Les psychologues libéraux, il y en a à peu près une trentaine qui sont installés. Plus de la moitié ont à la fois une activité libérale et une activité salariée. Toujours est-il qu'il y en a 4 qui ont arrêté. Et quand même, si on veut un parcours, le même parcours sur tous les territoires, se pose effectivement la question que des psychologues de maison des adolescents ont posée. Moi, j'ai posé la même à l'ARS en disant à un moment donné, il faut quand même qu'un psychologue salarié, peu importe la structure, puisse venir compléter une offre libérale qui n'est pas présente. Sur le coup, un certain nombre c'est une minorité de psychologues, on voit qu'ils nous facturent 2 séances la même journée. Vous voyez, donc certains le justifient en disant qu'ils utilisent 2 outils différents, plutôt la psychodynamique dans un premier temps et plutôt un autre outil EMDR ou autre dans un deuxième temps. Voilà, c'est pour témoigner de la pratique. Nous, on fera remonter ça, c'est pas à nous ensuite de voir ce qui est fait de cette pratique. Voilà quelques éléments à discussion. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ou des échanges autour de cette intervention? Allez, Sonia. Sonia Chabal, je suis psychologue en libéral, dispositif à venir à Bagnols-sur-Cèze. Alors, j'ai une petite remarque, question à faire. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Monsieur Ray, directeur du CIO, psychologue, concernant le lien entre l'adresseur et le psychologue libéral. Je vais reprendre les mots de ma collègue Patricia Loubet tout à l'heure qui parlait de l'espace de parole préservé. Donc, je garde ça un petit peu en vignette et j'aimerais dire que justement, la question que Monsieur Ray soulève est très importante et très intéressante et soulevée actuellement par le collectif aussi des psychologues libéraux du dispositif à venir. Alors, je dirais que l'espace de parole préservé, c'est la priorité lorsqu'on reçoit un adolescent. On construit cet espace. Ensuite, il y a la question du travail avec les parents, dont parlait Madame Loubet tout à l'heure, et le travail en réseau et le travail avec les services adresseurs. C'est-à-dire que là, au-delà de l'espace préservé, la confidentialité des échanges, eh bien, il y a du monde autour, je dirais, à qui on pourrait se mettre à parler de certaines choses. Alors, la confiance
est d'abord basé avec le jeune sur l'idée de confidentialité des échanges. C'est quelque chose qui est dit dès le départ avec le jeune et que nous devons absolument respecter. Ensuite, le partage d'informations va être un exercice, un sacré exercice derrière. Alors parfois, il ne sera pas indiqué d'y procéder, je dirais, parce que le jeune est informé de la possibilité que nous échangions avec d'autres et peut le refuser. C'est arrivé que des jeunes disent « moi je ne souhaite pas qu'on parle ni à mes parents, ni à d'autres personnes de ce que je viens de dire ici ». Parfois, c'est accepté et c'est un travail qui peut être intéressant avec le jeune, justement, de dire, eh bien, je suis convié à une réunion te concernant, qu'est-ce que tu aimerais que je puisse y dire? Voilà, donc ça peut faire l'objet d'un travail très intéressant. Ce qui nous aide bien dans cette question, c'est le rôle du psychologue coordonnateur, Daniel en a parlé tout à l'heure, Daniel Garcia, parce que pour moi, il fait un peu interface quand même entre les adresseurs et l'espace psychologique. Donc, Daniel peut être pivot dans ces questions, peut-être quelqu'un à qui on s'adresse pour faire remonter des informations, comme lui peut protéger un peu l'espace préservé si nécessaire. Je trouve ça très intéressant. Alors, ce que je voulais dire aussi à Monsieur Ray, pour rebondir sur votre intervention, c'est que actuellement le collectif des psychologues souhaite rencontrer un peu plus les adresseurs par champ professionnel. Alors par exemple le scolaire et puis peut-être les infirmières, les rencontrer pour affilier, c'est-à-dire pour faire du lien, parce que moi je crois qu'on peut dire nous faisons un réseau, nous constituons un réseau, mais ce réseau se dessine et se vit. Pour moi, c'est un peu un cheminement de rencontres. Et alors, pour nous sentir peut-être en toute confiance aussi avec le partage qui pourrait se faire sur certaines informations utiles pour l'accompagnement du jeune, demande pour moi un peu plus de baliser le chemin entre nous. Voilà mon idée. Je trouve que l'idée de se rencontrer est une très bonne idée. Nous pouvons accueillir lors d'une rencontre, nous pouvons accueillir dans nos locaux dont un petit nombre compte tenu des conditions sanitaires actuelles, mais nous pouvons quand même rencontrer des personnes, des psychologues, des professionnels, et par l'intermédiaire de Monsieur Garcia, on pourrait organiser effectivement ce genre de rencontre. Donc, je profite de ce temps pour dire que j'adhère d'une part et puis d'autre part que je peux, avec l'aide de M. Garcia, organiser cela. Merci. D'autres questions, interventions sur ce point ou témoignages ou est-ce qu'il y a des organisateurs là de cette journée qui ont des questions particulières, indépendamment des participants? Peut-être on avait des choses à rajouter effectivement par rapport à ce que disait Sandra sur cette question des retours. Patricia, tu voulais insister aussi? Oui, parce que c'est quand même toute une difficulté de travailler avec une difficulté et une richesse de travailler avec des instances qui sont extérieures à la MDA ou au psychologue libéral, dont notamment l'éducation nationale. Et souvent, cette question des retours, souvent ça revient sous le terme de retour, qui sont désirés de la part de ceux qui nous adressent les jeunes, mais qui ne sont pas du tout systématisés de notre côté, parce qu'en effet, c'est pas évident d'être à plusieurs places à la fois. Et je crois que, puisque Sandra le disait tout à l'heure, le relevé, et vraiment, je crois que c'est important d'entendre ça. Un psychologue, il accueille d'abord un jeune avant d'être un expert qui peut en dire quelque chose. Mais ceci dit, le travail avec les partenaires est extrêmement important et quand on a la chance d'avoir effectivement de très bons coordinateurs, c'est très aidant parce que ça permet de faire des liens avec des instances qui sont extérieures à notre service, sans toutefois nous dévoiler ou ouvrir comme ça, à l'extérieur des paroles qui nous ont été dites ou en tout cas les problématiques que l'on accueille. Je ne sais pas si c'est très clair, mais… Ouais.
c'est important d'être au clair sur ces questions-là. Sinon, on se met au service d'abord je dirais, des institutions et moins d'ailleurs là où il me semble qu'à l'origine notre pratique se situe, c'est-à-dire accueillir quelqu'un. Oui, c'est vraiment notre mission première. C'est vraiment tourner, dédié aux jeunes qu'on accueille, mais qu'on peut accueillir avec son environnement. Donc, ça peut être son environnement familial, son environnement de professionnel. Et Dieu sait, des fois, certains, ils en ont vraiment un certain nombre de professionnels autour d'eux. Mais c'est d'abord, en tout cas, notre mission première, elle est vraiment tournée vers lui, quoi. Et ça se construit aussi avec lui. C'est vrai que du coup, c'est dans ces rencontres-là qu'on peut faire avec les professionnels, en dehors des situations, je dirais. Aussi qu'on peut construire ce que tu appelais cette acculturation, Philippe. Enfin, voilà, comment on peut se rencontrer aussi sur nos pratiques, à la fois différenciées et à la fois à un moment donné qui peuvent trouver quelque chose de commun, en tout cas qu'on peut construire ensemble. Et voilà. Après, peut-être juste, j'ai vu dans le chat qu'il y avait beaucoup de questions sur les différents dispositifs, puisque je crois que moi, j'ai évoqué sur les territoires. Effectivement, il y en a de nombreux. Je vais pas pouvoir les citer. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire en termes de cartographie. Puis par territoire, c'est un peu différent. Mais on a différentes consultations. Je vous renvoie au chèque psy étudiant qui a été mis en place et on est en train de travailler là-dessus avec les services médicaux étudiants, les SIMS là-dessus. Il y a la MSA dans certains départements qui ont aussi engagé ce type de dispositif du côté de la prévention des suicides. Il y a les consultations enfants, ados, adultes aussi qui existent selon les territoires, à la fois national et aussi départementaux. Et puis après, voilà, il y a nos dispositifs à nous. Donc c'est vrai que ça mériterait qu'on rende un peu plus lisible tout ça, mais voilà, ça peut faire l'objet de la coordination régionale, notamment Occitanie, qui travaille là-dessus avec les collègues. Voilà, juste sur ce point-là. Je te redonne la parole, Philippe, peut-être pour. Sauf s'il y a d'autres interventions, là, s'il y a d'autres personnes qui. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Ok, écoutez, on approche de midi. Moi, simplement pour vous remercier là sur cette matinée. Je trouve que c'est intéressant qu'on puisse avoir ce niveau d'échange et de discussion là, à l'échelle de plus d'une centaine de participants. On confronte les idées. Je retiens que peuvent se parler assez facilement dans cet espace-là qu'on a créé ce matin. Les préoccupations des uns et des autres. Je vous trouve et je nous trouve tous assez à l'écoute des besoins des adolescents, en tout cas, sur la question à la fois l'autonomie par rapport aux parents dans l'accès à un espace d'élaboration psychique et en même temps, la nécessité d'avoir un espace de parole préservé. La question de professionnels qui s'interroge sur les retours. Je rebondis sur le témoignage de Monsieur Ray, qui est il faut qu'on puisse entendre aussi ces demandes du côté des professionnels en demande de retour. Et je crois que c'est justement dans des temps d'échange partagés que se construisent ces relations où les cadres éthiques des uns et des autres vont pouvoir se rencontrer sans perdre de vue l'intérêt de l'enfant, évidemment. J'entends que les discussions s'orientent aussi autour de la nécessité de travailler la question de l'orientation par le médecin généraliste, là qui traverse plutôt les psychologues, la question aussi qui traverse les psychologues sur le niveau de rémunération des consultations. Donc ça fait partie des questions qu'on a abordées ce matin. Et puis des questions qui se posent aussi autour de la cohérence des politiques publiques en termes de déploiement d'une offre sur un territoire, comment arbitrer le fléchage des finances publiques à la fois sur ce qui est du maillage territorial avec des consultations qu'on pourrait dire avancées auprès de psychologues libéraux, du renforcement d'équipes institutionnelles installées sur les territoires. Je pense au CMP et à tous les dispositifs de psychiatrie qui répondent à des préoccupations qui sont différentes mais qui doivent pouvoir se coordonner. Et je crois que c'est dans l'espace qu'on crée ce matin qu'on peut essayer de réfléchir tout ça, non pas en termes de concurrence mais bien de complémentarité, pour comprendre quelle est la place de chacun de ces dispositifs, de chacune de ces offres qui correspondent à des besoins très précis dans la clinique adolescente et à des besoins très précis en termes de maillage aussi territorial. Donc merci pour votre participation et à toutes et à tous ce matin sur
Philippe, Oui, pardon. Pardon de te couper. On a un message concernant la MDA de la Meuse qui dit « J'ai peut-être mal compris, je m'étonne qu'un médecin soit à l'origine de l'orientation vers un psy libéral dans le 55. » Oui, si je peux intervenir, ce n'est pas du tout le 55, c'est bien le cadre du dispositif Écoutez-moi. C'est bien un parcours en libéral. Les personnes qui évaluent, ce sont des médecins libéraux. On leur a imposé un certain nombre d'échelles et de tests. Et à partir de là, c'est médecins libéraux et médecins de l'éducation nationale. Et c'est bien à eux qu'on a confié le fait d'évaluer la souffrance du jeune, d'exclure les troubles psychiatriques. Une fois qu'ils sont exclus, de pouvoir intégrer dans le dispositif. C'est bien ça qui nous a posé question dès le départ aussi et qui n'est pas tout à fait résolu entre une évaluation plus complète qui est faite à la maison des adolescents, mais en tout cas, c'est le cadre de l'expérimentation. Écoutez-moi.